Été 1985, les Champs-Élysées. Bernard Hinault lève les deux bras. Cinquième victoire au Tour de France. Un record que personne n'a jamais égalé. Sous lui, un vélo bleu et jaune né dans une écurie abandonnée d'une petite ville que personne ne connaît. Machecoul, Loire-Atlantique. La foule hurle, la France exulte. Ce vélo s'appelle Gitane. À son apogée, Gitane habillait les plus grands champions du monde. 11 victoires au Tour de France. Anquetil, Hinault, Fignon, Lemont. Des légendes qui ont conquis les Alpes et les Pyrénées sur des cadres forgés par des ouvriers français. 720 travailleurs, 350 000 vélos par an. Un nom synonyme de gloire nationale. Quelques mois après ce triomphe sur les Champs-Élysées, à Paris, dans une salle de réunion, un homme signe un document. Pas un contrat de victoire, un acte de vente, sans annonce, sans au revoir. Gitane, 60 ans d'histoire, devient une ligne dans un tableau de bilan comptable. Comment la marque qui a fait gagner la France disparaît-elle en silence alors qu'elle n'a jamais perdu une course? Ce n'est pas une histoire de défaite sportive, c'est une histoire de trahison industrielle. Gitane, le dernier gitan. Machecoul, 1925 à 2003. Ce qui arrive quand une nation vend son âme pour équilibrer ses comptes. 1923, Machecoul. Une ville que vous ne trouverez pas dans les guides touristiques. Une bourgade de Loire-Atlantique, à 30 km au sud de Nantes, connue pour ses courses de chevaux et ses marais salants. Rien d'autre. Les gens y naissent, y travaillent, y meurent, sans que le monde extérieur s'en aperçoive. C'est là qu'un homme de 30 ans, Marcel Brunelière, pose ses valises. Il n'est pas riche, il n'est pas ingénieur. Il est forgeron et mécanicien agricole. Un homme qui répare des charrues et des moissonneuses pour les fermiers des environs. Ses mains sont calleuses. Son atelier sent le métal chaud et l'huile de machine. Personne, dans cette ville, ne pense qu'il va changer quoi que ce soit. Mais Brunelière a quelque chose que les autres n'ont pas. Une obsession. Les vélos. En 1925, il commence à vendre des pièces détachées pour bicyclettes. Petit profit, petite marge. Mais il observe, il apprend, il comprend comment ces machines fonctionnent. Chaque tube, chaque soudure, chaque roulement. L'année suivante, associé à Eugène Redoy, il loue une ancienne écurie abandonnée sur la rue des Redoux. Deux hommes, un espace qui sent encore le cheval, et une idée fixe. Assembler des vélos complets. Les premières machines sortent sous des noms oubliés, GMB puis Marbru. 2 ou 3 vélos par jour, des cadres rudimentaires, des composants achetés ici et là. Rien de glorieux. Mais Brunelière ne cherche pas la gloire. Il cherche la perfection du geste, le cadre qui tient, la soudure qui résiste, le vélo qui dure. En 1929, il a 10 ouvriers et il cherche un nom. Pas un nom d'ingénieur, pas un acronyme commercial. Un nom qui ressemble à quelque chose, à une liberté, à une errance, à une identité. Brunelière a un surnom dans la région. Les gens l'appellent le gitan, l'homme qui ne tient pas en place, qui répare tout, qui va partout, qui ne ressemble à personne. Il baptise sa marque Gitane. En français, le mot désigne la femme bohémienne, mystérieuse, libre, impossible à retenir. Prononcé Gitaheinen, il roule dans la bouche comme une promesse d'aventure. Pour une bicyclette, il n'existe pas de nom plus juste. Un vélo, c'est exactement ça. Une machine qui libère, qui emmène loin, qui refuse les frontières. La marque est officiellement enregistrée en 1930. Cette année-là, Gitane fabrique ses premiers vélos sous son propre nom. 10 ouvriers dans une écurie reconvertie. Pas d'investisseurs, pas de banque derrière. Juste des hommes de Machecoul qui apprennent à souder des tubes d'acier avec la précision que Brunelière leur enseigne chaque matin. Les années passent. L'affaire grandit lentement, obstinément. 1940. Gitane fabrique enfin ses propres cadres complets, une étape décisive. 1953. La société devient une SARL et se lance dans les cyclomoteurs et les motocyclettes légères. 1958. 50 employés. Les vélos Gitane commencent à traverser l'Atlantique. Les premiers exemplaires arrivent aux États-Unis, importés par Mel Pinto en Virginie.
Des Américains roulent sur des vélos nés dans une écurie de Machecoul. En 1960, l'entreprise prend un nouveau nom officiel, MICMO, Manufacture industrielle de cycles et de motocycles. Le nom change, mais les vélos, eux, restent des gitanes. Parce que c'est ce nom-là que les gens reconnaissent. C'est ce nom-là qui commence à vouloir dire quelque chose. Marcel Brunelière, le forgeron gitan de Machecoul, a construit quelque chose de rare, une marque qui porte son âme. Il ne sait pas encore que cette âme va bientôt être mise aux enchères. 1948, Gitane engage ses premiers coureurs professionnels. Ce n'est pas encore une grande équipe. Ce sont des hommes qui roulent sur des vélos de Machecoul parce que Brunelière croit en eux et parce que la course cycliste, en France d'après-guerre, est la seule religion populaire qui réunit tout le monde. Les ouvriers, les paysans, les bourgeois, tous regardent le Tour de France comme d'autres regardent Dieu. Gitane veut être dans cette cathédrale. 1953, un pari qui change tout. Gitane signe deux jeunes coureurs, Jean Stablinski et Rick Van Looy, deux noms que personne ne connaît encore. Stablinski deviendra champion du monde. Van Looy, surnommé l'empereur d'Aehrenthal, remportera les 5 monuments du cyclisme, les 5 classiques les plus durs de l'histoire. Sa première victoire professionnelle? Sur un gitane. Dans sa course de début. Le premier jour de sa carrière, les vélos de Machecoul ont le goût de la victoire dès leur premier contact avec les grands pelotons. Mais le vrai couronnement arrive en 1963. Jacques Zanquetil. 5 fois vainqueur du Tour de France, un record absolu à l'époque. Quadruple vainqueur déjà, il monte sur un gitane pour les saisons 1963 et 1964. Ce qu'il fait alors entre dans la légende du sport, le 12 juillet 1964, sur les pentes du Puy-de-Dôme, Anquetil et Raymond Poulidor roulent coude contre coude, littéralement. Leurs coudes se touchent, leurs roues à quelques centimètres l'une de l'autre. La France entière est suspendue à cette image. Anquetil résiste, il gagne le Tour. Il devient le premier homme à remporter 5 fois la grande boucle, sur un gitane bleu et jaune. 1966. Lucien Aymar remporte le Tour, toujours sur gitane. La marque de Machecoul est désormais associée au plus haut sommet du cyclisme mondial. Mais ces années-là, gitane grandit aussi en dehors des routes de course. 1968. 170 salariés, 67 000 vélos par an. Petite structure encore, mais en mouvement constant, comme son nom l'indique. 1972, un chiffre qui fait tourner les têtes. Gitane exporte 185 000 vélos cette année-là, plus que sa production totale de toute la décennie précédente. L'Amérique veut des gitanes. Les Européens veulent avoir des gitanes. La petite écurie de Machecoul est devenue une usine qui tourne à plein régime. Et ce n'est que le début. 1974, 350 000 bicyclettes, 600 ouvriers. Une nouvelle unité de production ouvre à Port-Saint-Père. Gitane déborde de ses murs. L'année suivante, les effectifs atteignent 720 salariés, le chiffre le plus haut de toute l'histoire de la marque. 720 familles de Machecoul et des environs, dont le quotidien dépend de ces tubes d'acier soudés à la main. La même année 1974, un géant frappe à la porte. Renault, le constructeur automobile national, symbole de l'industrie française, achète 30% de MICMO Gitane. 2 ans plus tard, en 1976, il rachète l'intégralité de la société. Gitane appartient désormais à la régie Renault. À Machecoul, certains ouvriers fêtent la nouvelle. Un grand groupe derrière eux, c'est la sécurité, non? D'autres, plus vieux, plus méfiants, se taisent. Ils ont raison de se taire. 1975, Cyril Guimard arrive. Ancien coureur cycliste, directeur sportif de génie, Guimard a une vision que personne d'autre n'a à cette époque. Il ne cherche pas des champions. Il les fabrique. Il repère les talents avant tout le monde, les structures, les pousse au-delà de leurs limites. Sous sa direction, l'équipe Gitane Campagnolo devient un laboratoire de champions. Son premier grand pari, un jeune de 20 ans, arrogant et silencieux, qui s'appelle Bernard Hinault. 1978. L'équipe s'appelle désormais Renault Gitane. Et Hinault, à 23 ans, remporte son premier Tour de France. Pas de chance ni de circonstances favorables.
Une domination froide, mécanique, absolue. Les journalistes le surnomment le blaireau, animal qui creuse, qui résiste, qui ne lâche jamais. Il gagne en 1978, il gagne en 1979, en 1981, en 1982. 4 tours en 5 ans sur un Gitane. Mais Guimard ne s'arrête pas là. En 1981, il signe un jeune Américain repéré dans le Nevada. Une anomalie totale dans le peloton européen. Un garçon qui ne parle pas encore bien français, qui sourit trop pour un coureur, et qui s'appelle Greg LeMond. En 1983, LeMond devient champion du monde, toujours sur Gitane. La même année 1983, Laurent Fignon, autre poulain de Guimard, lunettes rondes et queue de cheval, remporte le Tour de France. En 1984, il le remporte encore. Cette saison 1984, l'équipe Renault Gitane est peut-être la meilleure équipe cycliste jamais constituée. Fignon gagne le Tour avec 10 minutes et 32 secondes d'avance sur Hinault. LeMond finit 3e, meilleur jeune. 3 futurs vainqueurs du Tour dans la même équipe, sur les mêmes vélos. Fignon écrira plus tard dans son autobiographie « On avait toutes les cartes en main, on aurait pu tout gagner. Ils ont presque tout gagné. Le bilan est vertigineux. Entre 1963 et 1985, les coureurs sur Gitane remportent le Tour de France 11 fois. 11, Anquetil 2 fois, Aymar 1 fois, Van Impe 1 fois, Hinault 5 fois, Fignon 2 fois. Aucune autre marque dans l'histoire du cyclisme n'approche ce palmarès sur une période aussi courte. Dans les rues de France, le vélo bleu et jaune est partout. Les enfants veulent un Gitane pour Noël. Les clubs amateurs commandent des Gitanes. Les magasins de sport affichent Gitane en vitrine. La marque, née dans une écurie de Machecoul, est devenue le symbole d'une France qui gagne. Et à l'usine, les 720 ouvriers savent exactement ce qu'ils fabriquent. Pas seulement des vélos, des outils de victoire. Été 1985, Hinault sur les Champs-Élysées, 5e tour. Le public croit qu'il assiste à l'apogée d'une légende. Il assiste en réalité à ses funérailles. Car à Paris, dans les bureaux de la régie Renault, un nouveau directeur général vient de prendre ses fonctions. Son nom, Georges Besse. Sa mission, redresser un constructeur automobile en faillite technique. Sa méthode, vendre tout ce qui n'est pas une voiture. Gitane, 720 ouvriers, 60 ans d'histoire, 11 Tours de France, n'est pas une voiture. Besse ouvre son carnet, il cherche ce qu'il peut liquider, il trouve Gitane. Il faut comprendre une chose fondamentale. Renault n'a jamais aimé les vélos. Quand la régie rachète Micmo Gitane en 1976, elle n'achète pas une passion. Elle achète une image, un nom qui gagne le Tour de France, un logo bleu et jaune que des millions de Français associent à la victoire. Pour un constructeur automobile qui veut se positionner comme marque populaire et sportive, posséder Gitane est un outil marketing parfait, pas une vocation industrielle. Cette distinction, apparemment anodine, va tout détruire. Dès le début de l'ère Renault, une tension sourde s'installe à Machecoul. D'un côté, les ingénieurs et ouvriers qui fabriquent des vélos de compétition, des machines pensées pour les Alpes, pour les pavés de Paris-Roubaix, pour les étés brûlants des Pyrénées. De l'autre, les directives qui arrivent de Paris, produire plus, produire moins cher, produire pour tout le monde. Gitane doit désormais être 2 choses à la fois. Le vélo de Hinault et le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. Ces 2 choses sont incompatibles. Pour financer l'équipe de course et maintenir les volumes, Gitane commence à remplir ses chaînes de montage avec des vélos bas de gamme, des machines destinées aux supermarchés, aux grandes surfaces, aux catalogues de vente par correspondance. Des vélos qui portent le même nom que celui d'Anquetil, mais qui n'ont rien à voir avec lui. Des vélos que Brunelière, dans sa tombe depuis 1973, n'aurait pas reconnus comme siens. À l'usine, les anciens ouvriers comprennent ce qui se passe. On ne leur demande pas leur avis. Pendant ce temps, les signaux économiques s'accumulent comme des nuages noirs à l'horizon. Le boom du vélo des années 70 touche à sa fin. Après le choc pétrolier de 1973, des millions d'Européens et d'Américains avaient redécouvert la bicyclette. Pratique, économique, écologique avant l'heure. Les usines tournaient à plein régime pour satisfaire une demande explosive. Gitane en avait profité plus que quiconque.
350 000 vélos en 1974, 720 ouvriers en 1975, exportation record vers les États-Unis. Mais les booms finissent toujours. À partir de 1976, la demande ralentit. Les Américains retournent à leurs voitures. Le dollar chute face au franc. Les exportations outre-Atlantique, qui représentaient une part cruciale du chiffre d'affaires gitane, deviennent soudainement non rentables. Les commandes diminuent, les stocks s'accumulent. Et Renault, qui avait acheté Gitane pour son image, découvre qu'une image ne suffit pas à payer les salaires de 720 ouvriers. Les licenciements commencent, discrètement d'abord. Quelques CDD non renouvelés, quelques départs en retraite anticipés non remplacés. Pas d'annonce officielle, pas de plans sociaux médiatisés, juste une hémorragie lente et silencieuse, le genre de saignement qu'on ne voit pas jusqu'à ce que le patient soit déjà trop faible pour se relever. 720 ouvriers en 1975. Le chiffre commence à descendre. Personne ne dit encore le mot « crise ». Voilà le paradoxe cruel de cette période. Pendant que Gitane saigne à l'intérieur, ses coureurs continuent de gagner à l'extérieur. Et les victoires masquent le tout. Hinault gagne en 1978, en 1979. Fignon gagne en 1983, en 1984. Le Monde devient champion du monde en 1983. Sur les routes du Tour, les vélos bleus et jaunes sont invincibles. Dans les journaux, dans les bars, dans les cafés, on ne parle que de ça. Personne ne regarde ce qui se passe à Machecoul. C'est l'un des mécanismes les plus dangereux du déclin industriel. Quand la vitrine reste brillante, personne ne regarde l'arrière-boutique. Renault utilise chaque victoire de Hinault pour vendre des voitures, pour redorer son image publique, pour masquer ses propres difficultés financières. Gitane, la marque, l'usine, les ouvriers, devient un décor de théâtre. Magnifique en façade, creux derrière. Et pendant ce temps, ailleurs en France, les signaux s'aggravent. 1981, Motobécane dépose le bilan. L'une des plus grandes marques françaises de vélos et de mobylettes, fondée en 1923, la même année que Gitane, s'effondre brutalement. Des milliers d'emplois disparaissent. La presse en parle 3 jours, puis passe à autre chose. Peugeot Cycle résiste encore. Mais à quel prix? La marque au lion, jadis dominatrice du peloton avec ses équipes légendaires, survit en réduisant ses ambitions, en coupant ses effectifs, en cherchant des partenaires. Elle aussi sent le sol se dérober. La question que personne ne pose à voix haute commence à rôder dans les couloirs des ministères et des syndicats. La France va-t-elle être capable de maintenir une industrie du cycle national? Ou allait-elle, comme pour tant d'autres secteurs, regarder sa production partir vers l'Asie? Pour l'instant, la réponse officielle est « tout va bien ». Regardez Hinault. Regardez les Champs-Élysées. Mais les hommes qui travaillent à Machecoul ne regardent pas les Champs-Élysées. Ils regardent leurs fiches de paie. Ils regardent les collègues qui partent sans être remplacés. Ils regardent les chaînes de montage qui tournent de plus en plus vite pour produire de moins en moins de vélos dont ils sont fiers. Un ouvrier qui fait un vélo de course pour Hinault, c'est un artisan. Un ouvrier qui assemble des vélos à 19,90 € pour Carrefour, c'est une machine parmi d'autres. La dignité du travail n'est pas un concept abstrait. À Machecoul, elle s'appelle Gitane. Et puis il y a 1985. L'été est magnifique. Hinault remporte son 5e tour, le dernier pour lui, le dernier pour Gitane aussi, même si personne ne le sait encore. La France célèbre, les Champs-Élysées vibrent. Dans les bistrots de Machecoul, on trinque au blaireau, à la France, au vélo bleu et jaune. Mais à Paris, dans les bureaux du siège de Renault, l'atmosphère est tout autre. La régie est en crise profonde. Les années 80 sont brutales pour l'industrie automobile française. Concurrence japonaise, restructuration douloureuse, pertes abyssales. Renault perd de l'argent. Beaucoup d'argent. Il faut couper. Il faut vendre. Il faut alléger le bilan à tout prix. Et c'est dans ce contexte qu'un homme entre en scène. Georges Besse, 60 ans, polytechnicien, ancien patron de Péchinet, nommé PDG de Renault en janvier 1985 avec une mission claire et froide, redresser le groupe, quoi qu'il en coûte. Besse n'est pas un homme de sentiments, c'est un homme de chiffres. Et dans ces chiffres,
Mi'kmaq Gitane apparaît comme ce qu'elle est réellement aux yeux de Renault depuis le début. Une anomalie. Une fabrique de vélos dans un groupe automobile. Un héritage encombrant. Bess regarde Gitane. Il voit 720 ouvriers, des charges sociales, des coûts de production. Une marque certes glorieuse, mais une marque qui ne fabrique pas de voitures. Il prend sa décision rapidement, sans consulter Machecoul, sans réunion avec les syndicats locaux, sans regard vers les 2 victoires d'Anquetil, les 5 de Hinault, les 11 Tours de France accrochés au mur de l'histoire. Il signe. Et Gitane, 60 ans après que Marcel Brunelière a assemblé ses premiers vélos dans une écurie abandonnée, est mise en vente. À Machecoul, personne ne le sait encore. Ils apprendront bientôt. 1985. Automne. Les peupliers de Loire-Atlantique perdent leurs feuilles. À Machecoul, les chaînes de montage tournent encore. Les ouvriers arrivent le matin, pointent, prennent leur poste. Certains ont passé 20 ans ici. Certains ont vu leur père travailler dans cette même usine. Ils ne savent pas que l'automne qu'ils vivent est le dernier automne normal de leur vie professionnelle. À Paris, Georges Bess a déjà décidé. Il faut comprendre dans quel état se trouve Renault en 1985. La régie perd des milliards de francs. La concurrence japonaise, Toyota, Honda, Nissan, écrase les constructeurs européens sur leur propre marché. Les usines Renault accumulent les déficits. Le gouvernement, actionnaire principal, exige des résultats. Bess arrive avec un mandat unique. Coupé dans le vif, sa méthode est chirurgicale. Pas d'hésitation, pas de sentiment. Il identifie les actifs non stratégiques, tout ce qui n'est pas directement lié à la fabrication d'automobiles. Et il les cède, vite, au meilleur prix possible. Mi'kmaq Gitane est en haut de sa liste. Ce n'est pas une décision difficile pour lui. Gitane n'a jamais été le cœur de Renault. C'était une acquisition opportuniste des années 70, quand l'argent coulait et que posséder l'équipe de Hinault semblait une bonne idée marketing. Maintenant, l'argent ne coule plus. Et un fabricant de vélos dans un groupe automobile, ça n'a aucun sens stratégique. Bess signe la cession de Mi'kmaq Gitane en 1985. Pas de conférence de presse, pas de communiqué solennel. Une transaction comme une autre, une ligne de plus dans la liste des actifs liquidés pour renflouer les caisses du groupe. Le nom de Gitane, 11 Tours de France, 60 ans de savoir-faire artisanal de Machecoul, tout ça tient dans quelques pages de documents juridiques. À Machecoul, la nouvelle arrive comme arrivent toutes les mauvaises nouvelles dans les usines. Par les rumeurs d'abord, les couloirs ensuite, la direction enfin. Les ouvriers apprennent que leur entreprise vient d'être vendue, que Renault les lâche, que l'avenir appartient désormais à un repreneur dont ils ne connaissent pas encore le visage. 20 ans de loyauté, 20 ans à fabriquer les vélos des champions, soldés en quelques semaines. Certains sont en colère, certains pleurent, la plupart restent silencieux. De ce silence lourd qui précède les grandes catastrophes, quand on comprend que quelque chose d'irréversible vient de se produire, mais qu'on ne mesure pas encore toute l'étendue des dégâts. Et puis il y a ce détail qui rend l'histoire presque insupportable. Le 17 novembre 1986, un an après la vente de Gitane, Georges Bess sort de son bureau parisien, rue Théodore de Banville. Il marche vers sa voiture. 2 femmes s'approchent. Elles appartiennent au groupe terroriste Action Directe. Elles scellent l'abattement sur le trottoir. L'homme qui a signé la vente de Gitane meurt sans avoir vu les conséquences de sa décision, sans avoir vu les fermetures progressives, les licenciements, la délocalisation des cadres en Chine. Il disparaît dans la violence d'un automne parisien, laissant derrière lui une usine de Machecoul qui ne comprend pas encore ce qui lui arrive. L'histoire de Gitane n'a même pas la satisfaction d'un responsable qui assume. Après Renault, Gitane entre dans une ère que les économistes appellent pudiquement la consolidation industrielle. Les ouvriers de Machecoul, eux, appellent ça autrement. 1986, le nouveau propriétaire décide de rationaliser. Les unités de production dispersées, il y en avait plusieurs, nées des années d'expansion, sont regroupées en un seul site centralisé à Machecoul. Sur le papier, c'est une mesure d'efficacité. Dans la réalité, c'est le début du contrôle total avant la prochaine vente, car il y aura une prochaine vente, et puis une autre. 1992. Le monde du vélo européen tremble. Les fabricants asiatiques, taïwanais d'abord, chinois ensuite,
inondent les marchés occidentaux avec des bicyclettes produites à des coûts impossibles à concurrencer. Des vélos fabriqués dans des usines où les salaires représentent un dixième de ceux de Loire-Atlantique. Des vélos qui se vendent 2 fois moins cher que les gitanes dans les rayons des grandes surfaces. Face à cette menace, 3 géants français et européens du cycle font ce que font les entreprises quand elles ont peur. Elles fusionnent pour survivre ensemble plutôt que de mourir séparément. Gitane, Peugeot Cycle et BH, Bestegui Hermanos, le fabricant basque espagnol. Ensemble, ils créent Cycle Europe. C'est une belle idée sur le papier. 3 marques historiques, 3 savoir-faire, 3 réseaux de distribution, un seul groupe capable de tenir tête aux Asiatiques. La presse industrielle applaudit. Les syndicats espèrent. Mais regardez ce que cette fusion signifie réellement pour Gitane. La marque née à Machecoul en 1930, portée par Brunelière, glorifiée par Hinault, se retrouve désormais associée à Peugeot, son rival historique de toujours, dans un groupe dirigé par des intérêts espagnols. L'identité de Gitane, déjà fragilisée par 10 ans sous Renault, se dilue encore davantage. Elle n'est plus une marque souveraine. Elle est une ligne de produits parmi d'autres dans un catalogue commun. Et ce n'est pas fini. 1996. BH vend sa participation dans Cycle Europe à Monarch, un groupe suédois. Monarch, connu en Suède pour ses articles de jardin sous la marque Stiga, devient propriétaire de Gitane, de Peugeot Cycle, de Micmo. Des vélos de légende appartiennent désormais à des gens dont le métier principal est de vendre des tondeuses à gazon. Le symbole est brutal. Comptabilisons. En 11 ans, de 1985 à 1996, Gitane a changé de main 3 fois. Renault vend à un repreneur. Le repreneur fusionne dans Cycle Europe. Cycle Europe passe à Monarch Suède. Chaque transaction s'accompagne de restructuration, de suppression de postes, de décisions prises à Stockholm ou Madrid ou Paris, jamais à Machecoul. Les ouvriers qui restent, et il en reste encore, moins nombreux chaque année, ont développé un cynisme de survie. Ils ne demandent que plus qui est leur patron. Ils ne lisent plus les communiqués officiels qui promettent un avenir radieux. Ils font leur travail, ils rentrent chez eux, ils attendent. Ils attendent de voir ce que le prochain propriétaire va décider de faire d'eux. À l'entrée de l'usine, dans le hall d'accueil, 2 vélos sont accrochés au mur. Le Gitane d'Hinault, le Gitane de Fignon. Personne ne les a enlevés pendant toutes ces années de ventes et de rachats. Peut-être parce que personne ne savait quoi en faire. Peut-être parce que même les comptables qui défilent ont compris instinctivement que ces 2 vélos représentent quelque chose qu'aucun bilan ne peut quantifier. Ils restent là, silencieux, pendant que les noms sur les documents de propriété changent, témoins d'une grandeur que leurs successeurs ne comprennent plus. La prochaine étape sera la pire, car jusqu'ici, malgré tout, malgré Renault, malgré Cycle Europe, malgré Monarch, les vélos Gitane sont encore fabriqués à Machecoul. Les cadres, les tubes, les soudures, tout ça se fait encore en Loire-Atlantique par des mains françaises dans l'usine que Brunelière a bâtie. Bientôt, même ça disparaîtra. Début des années 2000. Quelque part dans les bureaux de Cycle Europe, un responsable ouvre une carte de France. Il cherche comment optimiser la production, comment réduire les coûts, comment faire tenir des marges de plus en plus minces face à une concurrence asiatique de plus en plus agressive. Son stylo s'arrête sur 2 points. Machecoul, Loire-Atlantique, et Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Romilly-sur-Seine. Le nom ne dit rien à la plupart des gens, mais dans le monde du cycle français, ce nom porte une autre histoire tragique, celle de Peugeot Cycle, la marque rivale de Gitane depuis toujours, qui a elle aussi été absorbée par Cycle Europe et dont l'usine champenoise tourne désormais sous la bannière du groupe suédois. La décision est prise, la production des vélos Gitane sera transférée de Machecoul à Romilly-sur-Seine. Concrètement, ce que cela signifie, les vélos qui porteront le nom Gitane ne seront plus fabriqués dans la ville qui a vu naître la marque. Ils seront fabriqués dans l'ancienne usine d'un concurrent, dans une autre région, par des ouvriers qui n'ont aucun lien avec l'histoire de Brunelière, avec les victoires d'Anquetil, avec les hivers de Machecoul. À Machecoul, les ouvriers apprennent la nouvelle sans surprise, après 15 ans de restructuration successive, de ventes en cascade, de promesses non tenues, ils ont appris à ne plus s'étonner de rien.
Mais ne plus s'étonner ne signifie pas ne plus souffrir. Sébastien Gachet travaille à l'usine depuis 1994. Il a connu les dernières années de la production gitane à Machecoul. Il a vu les dossiers partir, les équipes se réduire, les décisions arriver d'en haut sans explication. Des années plus tard, il dira simplement « Le berceau de la marque, c'est Machecoul. Ça, personne ne pourra jamais le changer. » C'est tout ce qui reste quand on vous prend tout, la certitude géographique d'une origine. Machecoul a fait naître Gitane. Machecoul ne peut pas être effacé de l'histoire. Mais l'histoire et le présent sont deux choses différentes. Le présent, lui, dit que les vélos Gitane se font désormais à Romilly. Et Machecoul, l'usine, les ouvriers, les chaînes de montage, continuent de tourner. Mais pourquoi? Pour assembler des vélos sans nom glorieux. Des vélos sous marque distributeur. Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc, Decathlon. Des vélos que leurs acheteurs ne reconnaîtront jamais comme descendants de ceux d'Hino. Des vélos utilitaires, anonymes, interchangeables. Dans le hall d'entrée, les deux vélos accrochés au mur, Hino, Fignon, regardent passer des montures destinées aux allées des supermarchés. Le contraste est insoutenable. Janvier 2005, un container arrive au port de Saint-Nazaire, puis un autre, puis des dizaines. À l'intérieur des cadres de vélos, fabriqués en Chine, destinés à l'usine de Machecoul. C'est officiel désormais. Cycle Europe a tranché, la totalité des cadres nécessaires à la production de Machecoul sera importée d'Asie. Les pièces ne seront plus usinées en Loire-Atlantique. Ce que Brunelière avait mis 15 ans à maîtriser, la fabrication du cadre, l'âme même du vélo, la soudure tube par tube dans l'acier ou l'aluminium, est externalisé à des usines chinoises où un ouvrier gagne en un mois ce qu'un ouvrier de Machecoul gagne en une journée. L'arithmétique est implacable. Un cadre fabriqué en Chine coûte une fraction de ce qu'il coûte en France. Les marges remontent. Les actionnaires suédois de Monarch sont satisfaits. Sur les tableaux Excel de Stockholm, les chiffres s'améliorent. À Machecoul, il reste 360 salariés permanents et 140 personnes en contrat à durée déterminée. 500 personnes qui viennent chaque matin dans une usine qui n'est plus qu'un atelier de peinture et d'assemblage. On prend des cadres faits ailleurs, on les peint, on les assemble, on les expédie. C'est du travail. Mais ce n'est plus de la fabrication. La distinction est capitale. Un fabricant crée. Il conçoit, il usine, il résout des problèmes techniques, il transmet un savoir de main en main. Un assembleur exécute. Il reçoit des pièces et les met ensemble selon des instructions. Le premier forme des artisans, le second forme des opérateurs. Machecoul, pendant 75 ans, avait formé des artisans. Désormais, elle forme des opérateurs. Et pendant ce temps, à Romilly-sur-Seine, les vélos qui portent le nom Gitane sont eux aussi de plus en plus dépendants des approvisionnements asiatiques. En 2010, la situation est claire pour quiconque veut bien regarder. Les cadres aluminium et acier sont encore assemblés en France. Mais les cadres carbone, les plus modernes, les plus chers, ceux qui constituaient de l'avenir du marché, sont entièrement fabriqués en Asie. Gitane, la marque qui avait bâti sa réputation sur la précision de ses cadres en acier, Reynolds 531, sur la qualité de ses soudures artisanales, sur des décennies de savoir-faire transmis dans les ateliers de Machecoul, vend désormais sous son nom des vélos dont la partie la plus noble vient d'un continent que Brunelière n'a jamais visité. Le nom est là, l'étiquette est là, le logo bleu et jaune est là. Mais ce que le logo représentait, un lieu, des mains, une tradition, une fierté locale, a disparu sans qu'on ait organisé de funérailles. C'est peut-être cela, le vrai drame de Gitane. Pas une fermeture brutale avec des grilles baissées et des photographes devant les portes. Pas un licenciement massif annoncé en une de Le Monde, mais une dissolution lente, progressive, presque invisible, comme une encre qui se dilue dans l'eau jusqu'à ce que la couleur disparaisse complètement. En 2012, le coup de grâce approche. Cycle Europe, le groupe qui détient toujours la marque Gitane et exploite l'usine de Machecoul pour la grande distribution, annonce la mise en redressement judiciaire de sa filiale française. 285 ouvriers apprennent un matin d'octobre qu'ils travaillent dans une entreprise placée sous protection des créanciers. Que l'avenir est incertain.
que les salaires du mois prochain dépendent d'une décision de tribunal. 27 ans après que Georges Bess a signé la première vente, Machecoul se retrouve à genoux. L'usine que Brunelière avait construite vélo par vélo, ouvrier par ouvrier, victoire par victoire, se retrouve devant un juge commercial qui doit décider si elle mérite de continuer à exister. Et Gitane, le nom, la marque, le logo, continue sa route ailleurs, indifférent, porté par des mains suédoises vers des marchés européens qui se souviennent à peine de ce que ce nom voulait dire. Un gitan n'a pas de patrie fixe, mais celui-là avait Machecoul, et Machecoul lui avait tout donné. Il n'y a pas eu de dernière journée officielle. C'est ce qui rend cette histoire différente des grandes fermetures industrielles que l'on commémore. Les mines du Nord, les aciéries de Lorraine, les chantiers navals de Saint-Nazaire. Ces fermetures-là avaient une date, un dernier jour de production, des caméras, des larmes devant les grilles, des discours syndicaux, une dignité dans la fin. Gitane à Machecoul n'a pas eu ça. La production des vélos Gitane s'est arrêtée progressivement, comme une flamme qu'on étouffe lentement plutôt que d'éteindre d'un souffle. Moins de commandes Gitane, moins de cadres estampillés du nom de la marque. Plus de vélos pour Carrefour, pour Auchan, pour Decathlon. Des vélos sans histoire, sans nom glorieux, sans connexion avec les Alpes et les Pyrénées. Jusqu'au moment où, un matin ordinaire du début des années 2000, la dernière chaîne de montage Gitane s'est arrêtée à Machecoul. Pas de cérémonie, pas de discours. Un lundi comme les autres. Et puis plus rien. Sébastien Gachet est entré à l'usine en 1994, quelques années avant que tout bascule. Il a connu les deux époques, celle où Machecoul fabriquait encore des gitanes, et celle où elle ne faisait plus qu'assembler des vélos anonymes. Il dit qu'on voyait la différence dans le regard des ouvriers. Pas dans leurs gestes. Les gestes restaient les mêmes, précis, efficaces, professionnels. Mais dans leurs yeux, quelque chose s'était éteint. Faire un vélo pour Bernard Hinault, même indirectement, même des années après ses victoires, c'est participer à quelque chose de plus grand que soi. Assembler un vélo pour le rayon sport d'un hypermarché, c'est faire un travail. Honorable, nécessaire, mais sans la dimension qui transforme un ouvrier en artisan. Cette dimension-là, Machecoul l'avait perdue. Et pourtant, dans le hall d'entrée de l'usine, deux objets résistaient à l'effacement. Deux vélos de course, accrochés au mur depuis des années. Le Gitane sur lequel Bernard Hinault avait remporté ses premiers Tours de France en 1978 et 1979, le modèle olympique, cadre Renault 531, avec les fameux découpages en nid d'abeille sur les pattes arrière, signature visuelle de la marque à son apogée, et le Gitane de Laurent Fignon, double vainqueur du Tour en 1983 et 1984, avec ses composants Campagnolo et ses jantes Mavic françaises. Personne ne les avait décrochés. Pas pendant la vente à Renault, pas pendant la fusion Cycle Europe, pas pendant le passage à Monarch Suède, pas pendant le transfert de production à Romilly. Ils étaient restés là, silencieux et immobiles, pendant que les noms sur les contrats de propriété changeaient, pendant que les directeurs généraux se succédaient, pendant que les décisions se prenaient à Stockholm ou à Madrid. Peut-être parce que personne n'avait le cœur de les décrocher. Peut-être parce que même les comptables étrangers qui visitaient l'usine comprenaient, en voyant ces deux vélos, qu'ils se trouvaient dans un endroit qui comptait encore d'une manière que les tableaux de bord financiers ne pouvaient pas mesurer. Ces deux vélos étaient devenus le musée involontaire d'une grandeur perdue, et autour d'eux, l'usine continuait. Les chaînes tournaient, les ouvriers pointaient, les vélos sortaient, des milliers de vélos sans nom, sans histoire, sans connexion avec les champions qui avaient fait pleurer la France sur les routes du Tour. Le berceau de Gitane était devenu son tombeau silencieux. Pour comprendre ce que la fin de Gitane à Machecoul a signifié concrètement, il faut regarder trois destins, trois trajectoires humaines qui incarnent ce que les chiffres ne disent pas. Le premier destin est celui de l'ouvrier de la grande époque. Il est entré à l'usine à la fin des années 70, au moment où Renault venait de racheter Micmo. Il a connu les 720 ouvriers, les 350 000 vélos par an, les étés où l'usine tournait 24 heures sur 24 pour satisfaire les commandes américaines. Il a fabriqué des cadres de la main, pas assemblés, fabriqués.
Il savait lire un tube d'acier comme un menuisier lit le grain du bois. Il savait où souder pour que le cadre tienne sous les contraintes d'une descente à 80 km/h dans les Alpes. Quand les cadres sont venus de Chine à partir de 2005, on ne lui a plus demandé ce savoir. On lui a demandé de visser, de clipser, d'assembler des pièces faites par d'autres. Il a continué parce qu'il avait une famille, une maison, des crédits. Mais le métier qu'il avait appris, le métier dont il était fier, n'existait plus. Ce savoir-là était mort avec lui. Personne ne l'a transmis. Il n'y avait plus personne à qui le transmettre. Le deuxième destin est celui de l'ouvrière arrivée dans les années 90. Elle n'a pas connu Hinault. Pour elle, Gitane était déjà une marque parmi d'autres, gérée par des gens lointains qui prenaient des décisions incompréhensibles. Elle a traversé la fusion Cycleurope, le passage à Monarch, le transfert de production à Romilly, l'arrivée des cadres chinois, autant de séismes annoncés par des notes de service et absorbés en silence. En octobre 2012, quand Cycleurope a placé la filiale de Machecoul en redressement judiciaire, elle faisait partie des 285 salariés qui ont appris la nouvelle un matin ordinaire. Elle a attendu. Des semaines, des mois, en sachant que sa vie professionnelle dépendait d'une décision de tribunal commercial dont elle ne maîtrisait aucun paramètre. En mars 2013, Intersport a racheté le site. Elle a voulu garder son emploi. Mais l'entreprise s'appelle désormais MFC, Manufacture française du cycle, plus Gitane, plus Micmo. Un nouveau nom pour une nouvelle vie, celle d'une usine qui tourne, qui produit, qui survit, mais qui a perdu le fil qui la reliait à son histoire. Le troisième destin est celui du contremaître qui fait le lien entre les deux époques. Il est entré à Machecoul en 1980, chez Cycle Peugeot d'abord, oui, la marque rivale, avant de rejoindre le site de Machecoul quand les restructurations ont tout mélangé. Il a connu Gitane du temps où elle fabriquait encore des vélos dignes de ce nom. Et il a accompagné la transformation de l'usine vers ce qu'elle est devenue, le premier assembleur de vélos de France, certes, mais sans la marque qui lui avait donné son identité. Des années plus tard, il dira « C'est une belle histoire pour tout le monde. Le plus important, c'est la pérennité de la boîte, qui nous tient tous à cœur. » C'est une phrase courageuse. Une phrase d'homme qui a choisi de regarder devant plutôt que derrière. Mais entre les lignes, on entend ce qu'il ne dit pas, que la pérennité et la fierté ne sont pas la même chose. Qu'une usine qui tourne et une usine dont on est fier, ce n'est pas forcément identique. 2025, l'usine de Machecoul fête ses 100 ans. Bernard Hinault est là, le blaireau, 70 ans passés, qui a gagné 5 Tours de France sur des vélos nés dans cet endroit. Il vient célébrer non pas Gitane, mais le lieu, le berceau. L'endroit dont Sébastien Gachet dit, avec une conviction tranquille qui résiste à tout, le berceau de la marque, c'est Machecoul. Ça, personne ne pourra jamais le changer. Hinault se regarde l'usine. Les chaînes tournent, les vélos sortent, 350 000 par an désormais, autant qu'au temps de gloire. Mais ce sont des Nakamura, des marques distributeurs, des vélos électriques pour les villes. Pas des Gitanes. Hinault sait ce que ça signifie. Il ne dit rien. Certaines pertes n'ont pas besoin de commentaires. Un fantôme peut porter un nom, porter une couleur, porter une histoire. Mais un fantôme ne fabrique plus rien. Après le départ de Machecoul, Gitane continue d'exister. Sur le papier, dans les catalogues, dans les rayons de quelques magasins de sport européens. L'usine de Romilly-sur-Seine produit des vélos estampillés, du logo bleu et jaune. Des vélos de ville, des VTC, des vélos électriques, des VTT. En 2013, Gitane lance même une gamme de vélos à assistance électrique. Une adaptation aux nouvelles tendances du marché, une tentative de rester dans la conversation. Mais regardez ce que Gitane est devenu. La marque qui habillait Hinault pour affronter l'Alpe d'Huez vend désormais des vélos de promenade pour les dimanches en famille. La marque dont les ingénieurs de Machecoul travaillaient pendant des mois sur la géométrie d'un cadre de course propose des modèles assemblés à partir de composants asiatiques sous une étiquette française. La marque synonyme de 11 Tours de France figure dans des catalogues aux côtés de trottinettes et de casques d'entrée de gamme. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Gitane survit parce que les marques peuvent survivre longtemps après que leur substance a disparu. Un nom célèbre est un actif. Il se vend, il se loue,
Il se colle sur des produits qui n'ont rien à voir avec ce qui l'a rendu célèbre. C'est la logique du capitalisme des marques, et Gitane n'est pas la seule victime de cette logique. Peugeot vend des trottinettes électriques, Bugatti vend des montres. Les noms survivent, les âmes, non. Pendant ce temps, à Romilly-sur-Seine, les 200 salariés de 2017 font leur travail consciencieusement. Ils ne sont pas responsables de l'histoire. Ils ne sont pas coupables de la délocalisation. Ils font des vélos corrects, fonctionnels, accessibles. Mais l'usine de Romilly est l'ancienne usine de Peugeot Cycle. Une autre marque fantôme, une autre histoire de gloire industrielle finissant dans les mêmes mains suédoises, dans la même logique de consolidation et d'effacement. Deux fantômes sous le même toit. Et l'industrie française du cycle dans son ensemble raconte la même histoire à grande échelle. Motobécane, fondée en 1923, même année que Gitane, avait disparu en 1981. Mercier, les vélos de Louison Bobet, de Raymond Poulidor, avaient cessé de produire. Manu France, le grand catalogue populaire qui avait fait rouler des générations de Français, s'était effondré. Motoconfort, Alcyon. Des noms qui sonnaient comme la France elle-même, qui représentaient des milliers d'emplois dans des villes moyennes, qui avaient formé des générations de mécaniciens et de soudeurs, tous disparus. En 20 ans, de 1980 à 2000, la France a perdu la quasi-totalité de son industrie du cycle national. Pas brutalement, pas en une seule catastrophe visible, mais par accumulation de petites décisions rationnelles, vendre ici, fusionner là, délocaliser là-bas, qui ont produit collectivement une catastrophe invisible. Quand les cadres de vélo viennent de Chine, on ne voit pas disparaître les soudeurs de Loire-Atlantique. On voit juste un prix plus bas sur une étiquette dans un hypermarché. C'est la nature du déclin industriel moderne. Il ne fait pas de bruit. Il ne remplit pas les journaux télévisés. Il se passe dans des containers qui arrivent au port de Saint-Nazaire un mardi matin de janvier. Et dans les savoir-faire qui meurent, faute d'être transmis, dans les ateliers qui ferment sans cérémonie, dans les villes qui perdent leur raison d'être professionnelles sans que personne décrète officiellement la fin de quelque chose. Machécool a survécu, grâce à Intersport, grâce à la résilience de ses ouvriers, grâce à la demande croissante de vélos électriques. En 2025, l'usine produit 350 000 vélos par an et se présente fièrement comme le premier assembleur de cycles de France. C'est une vraie réussite, une renaissance méritée. Mais ce sont des Nakamura, des marques distributeurs, des vélos sans mémoire. Et Gitane, la vraie Gitane, celle de Brunelière et de Hino, appartient aujourd'hui à Grimaldi Industrie AB, un groupe suédois, des bureaux à Stockholm, des actionnaires qui n'ont jamais vu Machécool, qui n'ont jamais entendu parler de la rue des Redoux, qui ne savent probablement pas que le nom qu'ils possèdent vient du surnom d'un forgeron de Loire-Atlantique mort en 1973. Ils possèdent le nom. Ils ne possèdent pas l'histoire. L'histoire appartient encore à Machécool, à ses ouvriers, à ses murs, aux deux vélos accrochés dans le hall d'entrée, qui n'ont jamais bougé malgré tout ce qui a changé autour d'eux. Un fantôme peut changer de propriétaire à l'infini, mais il hante toujours le même endroit. Marcel Brunelière est mort en 1973. Il n'a pas vu Hino, il n'a pas vu les Champs-Élysées de 1985. Il n'a pas vu les containers de cadres chinois arriver à Saint-Nazaire. Il n'a pas vu son nom, son surnom, sa marque, son âme, passer entre les mains de Renault, puis de Cycleurope, puis de Monarch, puis de Grimaldi Industrie AB. Parfois, mourir au bon moment est une forme de grâce, mais ce qu'il a laissé derrière lui mérite qu'on s'y arrête. Pas pour pleurer, pas pour condamner, pour comprendre, parce que l'histoire de Gitane n'est pas une anomalie, c'est un miroir. Et ce miroir reflète quelque chose que nos sociétés industrielles modernes n'ont pas encore fini de regarder en face. Première leçon, une marque n'est pas un nom, c'est un lieu et des mains. Gitane est devenu célèbre parce que des hommes et des femmes de Machécool fabriquaient des vélos avec une précision et une fierté que les directives de Paris ne leur avaient pas demandé. Ils l'apportaient eux-mêmes chaque matin parce qu'ils savaient que leur cadre allait dans les Alpes, dans les Pyrénées, sous les meilleurs coureurs du monde. Cette connexion entre le lieu, les mains et le produit, c'est ce qui faisait la valeur réelle de Gitane, pas le logo,
Pas le contrat de sponsoring, pas le nom dans les journaux. Quand Renault a acheté Gitane, il a acheté le logo et le contrat de sponsoring. Il n'a pas compris, ou n'a pas voulu comprendre, que le reste était inséparable. Que séparer le nom de Mashekul, c'était vider le nom de sa substance. On peut posséder une marque, on ne peut pas posséder ce qui la rend vraie. Deuxième leçon, le coût invisible de la délocalisation. En janvier 2005, quand les premiers cadres chinois sont arrivés à Mashekul, la décision était économiquement rationnelle. Les chiffres étaient en clair. Les marges remontaient. Les actionnaires étaient satisfaits. Ce que les chiffres ne montraient pas, le soudeur de 45 ans, dont le savoir-faire de 20 ans devenait inutile du jour au lendemain. L'apprenti qui n'apprendrait jamais à lire un tube d'acier parce qu'il n'y aurait plus de tube d'acier à lire. La chaîne de sous-traitants locaux, les fournisseurs de composants, les petits ateliers de la région qui perdaient leurs commandes une par une, silencieusement, sans que personne comptabilise leur disparition dans aucun bilan. 20 ans plus tard, l'Europe redécouvre douloureusement ce qu'elle a perdu. Les crises d'approvisionnement, la dépendance aux chaînes logistiques asiatiques, la pénurie de compétences industrielles, tout ce que les économistes appellent aujourd'hui résilience industrielle et qu'ils cherchent désespérément à reconstruire, c'était exactement ce que Mashekul possédait et a laissé mourir. On ne reconstruit pas en 20 ans ce qu'on a détruit en 20 ans. Les savoir-faire sont plus fragiles que les usines. Une usine, on peut la rebâtir. Un soudeur qui a transmis son geste pendant 30 ans à ses apprentis, quand il disparaît, le geste disparaît avec lui. Troisième leçon, la différence entre survivre et exister. Mashekul survit, Gitane survit. Les noms sont encore là, les usines tournent encore. Sur les tableaux de bord, les indicateurs sont corrects. Production, chiffre d'affaires, emploi maintenu. Mais survivre n'est pas la même chose qu'exister avec une âme. Brunelière n'avait pas créé une entreprise. Il avait créé une identité, pour ses ouvriers, pour sa ville, pour un pays qui avait besoin de croire qu'il pouvait fabriquer des choses extraordinaires dans des endroits ordinaires. Cette identité-là, cette capacité à transformer une écurie abandonnée de Mashekul en machine à produire des champions, ne figure dans aucun bilan de Grimaldi Industries AB. Elle figure dans la mémoire des gens, dans le regard de Sébastien Gachet quand il parle du berceau de la marque, dans les mains de l'ouvrier qui sait encore, quelque part dans sa mémoire musculaire, comment on soude un cadre Renault 531, dans les yeux de Bernard Hinault, 70 ans passés, qui revient à Mashekul en 2025 pour les 100 ans de l'usine. Pas pour célébrer Gitane, mais pour célébrer le lieu qui lui a donné les outils de sa légende. Dans les 2 vélos accrochés au mur du hall d'entrée. Toujours là, toujours bleu et jaune, toujours silencieux. Marcel Brunelière avait choisi le nom Gitane parce qu'un gitan n'appartient à personne. Il est libre, il va où il veut, il ne se laisse pas enfermer. C'était une belle métaphore pour un vélo. C'était peut-être aussi une malédiction pour une marque. Parce qu'un gitan sans territoire, sans communauté, sans les gens qui lui donnent son sens, n'est plus qu'un errant. Et Gitane, aujourd'hui, erre. Entre Stockholm et Romilly-sur-Seine, entre les catalogues de vélos électriques et les archives des courses perdues, entre un nom que tout le monde reconnaît encore et une réalité que personne ne reconnaîtrait plus. Le dernier gitan de Mashekul a quitté son berceau il y a 20 ans. Il n'est jamais vraiment revenu.